États-Unis peut se résumer en 11 mots. Colon, Washington, Lincoln, Volstead, monter à l'étage et demander Gus. H.E. Phillips, New York Evening Sun. Le 19 juin 1926, 6 ans et demi après l'instauration de la prohibition aux États-Unis, Fiorello LaGuardia, alors élu républicain de l'État de New York, convoque une vingtaine de journalistes et de photographes à Washington, dans l'un des bâtiments du Congrès. L'homme est un féroce détracteur du Volstead Act, qu'il juge intrusif, injuste pour les pauvres et surtout hypocrite. Pour le prouver, il se livre à une démonstration très simple. Il mélange 2 boissons, parfaitement légales et disponibles dans n'importe quelle épicerie, une bière sans alcool et de l'extrait de malt. Après fermentation, ce mélange donne une bière à 2% d'alcool, donc totalement illégale. LaGuardia en engloutit un verre entier et déclare le breuvage délicieux, rafraîchissant et bienfaisant. Il défie quiconque de l'arrêter. Personne ne le fera. À New York, le directeur du bureau de la prohibition a vent de l'affaire. Il prévient, celui qui tentera de reproduire ce petit numéro dans sa juridiction sera arrêté. Aussitôt, Fiorello LaGuardia file à New York et réitère son pied de nez à la loi dans un drugstore de Lenox Avenue, en plein Harlem. Aucun agent de la prohibition ne vient l'arrêter. Et lorsqu'il se présente à un policier qui passe par là, celui-ci refuse de l'interpeller, arguant que ce n'est pas son travail. Le 18e amendement est un désastre, dit LaGuardia. À cause de lui, la loi est bafouée et méprisée dans tout le pays. Pour moi, la prohibition est l'image même d'une loi aux effets pervers. En fait, on ne sait jamais ce qu'une loi, même toute simple, va donner. Il fallait vraiment être stupide pour croire que ça marcherait. Qu'on pourrait vraiment interdire l'alcool et sa consommation dans la société américaine. C'est une idée grotesque. L'une des grandes leçons de la prohibition, c'est que le mouvement anti-alcool de la fin des années 20, au lieu de profiter de son succès et d'atténuer les aspects les plus durs du Volstead Act, est resté inflexible. Cette posture extrémiste lui a coûté le soutien des modérés. Il faut savoir mettre de l'eau dans son vin. Si on reste arc-bouté sur ses positions, tout ce qu'on a construit peut s'écrouler comme un château de cartes. L'époque était au miracle, à l'art, aux excès et à la satire. C'était une course effrénée à l'hédonisme, avec pour seul objectif le plaisir. Des trentenaires aux quinquagénaires, tous avaient rejoint la danse. L'âge d'or du jazz emportait tout dans son tourbillon, épuisait son énergie dans de grandes pompes afriques. F. Scott Fitzgerald. Au milieu des années 20, la mutation de la société américaine s'accélère. Les grandes villes poursuivent leur expansion. Les femmes accèdent à des endroits où elles ne mettaient jamais les pieds auparavant. À Wall Street, le marché connaît une croissance exponentielle, du jamais vu. Partout, l'optimisme est de rigueur. Il semble que le bon temps durera pour toujours. Et tout ceci sur les accords d'une nouvelle musique qui semble avoir capturé l'air du temps. La prohibition a été instaurée pour contrer la mutation de la société, pour mettre un terme à l'alcoolisme, pour protéger les familles, pour rétablir la suprématie de l'Amérique profonde et protestante.
À la place, elle contribue à encourager la transformation que ses partisans craignent tant. Et voilà que le pays qui a banni la vente d'alcool devient le plus grand importateur de shakers du monde. En 1926, le scepticisme gagne de plus en plus d'Américains. L'optimisme face au déclin de la consommation d'alcool a cédé la place à la frustration et au cynisme, car la loi est mal appliquée et, il faut le dire, largement ignorée. Que l'on soit pour ou contre, la prohibition est le ferment de l'hypocrisie. Le général Lincoln Andrews, qui sous la houlette du département au Trésor mène la lutte sur le terrain, admet son impuissance. Alors que ses agents ont saisi 700 000 alambics depuis 1920, il en reste au moins 500 000 en activité. Plusieurs dizaines de personnes ont déjà trouvé la mort dans des escarmouches avec les agents fédéraux ou les forces de l'ordre. L'alcool frelaté, fabriqué à partir d'alcool industriel délibérément empoisonné sur ordre du gouvernement, fait lui aussi un grand nombre de victimes. Le procédé a été mis en place pour décourager coûte que coûte la consommation. Wayne Wheeler, le patron de la Ligue anti-saloon et chef de file des abstinents, traite les victimes de suicidés volontaires qui ne doivent inspirer aucune compassion. Son manque d'humanité sidère, jusque dans les rangs de ses partisans. Bientôt, les Américains commencent à exiger l'abrogation du 18e amendement avec autant d'ardeur qu'ils l'avaient autrefois plébiscité. Dans l'intervalle, sous la plume d'une fille de pasteur du Connecticut, il découvre un monde de la nuit tout en frivolité. Ils assistent à l'ascension d'un gangster à l'ego démesuré, bientôt célèbre dans le monde entier. Et enfin, ils verront la figure de proue de la justice américaine abandonner ses principes pour empoisonner la course à la présidence. La prohibition est un énorme flop. Nous applaudissons. Elle n'arrête pas ce qu'il faudrait qu'elle stoppe. Nous applaudissons. Le crime fleurit dans son sillon, son échec se chiffre en millions, elle a encouragé le vice et la corruption, et pourtant, nous la plébiscitons. Franklin P. Adams, The New York World. Au rez-de-chaussée de notre immeuble, il y avait un speakeasy tenu par Willie Sutton, qui plus tard est devenu un braqueur de banque célèbre. La plupart des gens, dont mon père d'ailleurs, qui avait débarqué d'Irlande en 1923, en ont gardé un bon souvenir, parce que dans cet endroit, ils se sentaient américains. Beaucoup d'entre eux étaient des immigrés. Or, un des aspects de la prohibition, c'était son côté anti-immigrant. Mais ces gens-là étaient de vrais Américains. Pour eux, la Constitution, c'était sacré. Ils devaient la lire avant de devenir citoyens, ce que pas mal de crétins de l'autre bord n'avaient jamais fait. Ils pensaient que la prohibition était la loi la plus stupide du pays, qu'elle ne durerait pas, et qu'il fallait l'éliminer au plus vite en la noyant dans l'alcool. Et, grâce à Dieu, la résistance a triomphé. Je ne sortais pas beaucoup. Ma sœur, si, au contraire. Mais je suis allée une fois au 21, qui existe toujours d'ailleurs. Je me souviens, on a frappé à la porte, quelqu'un nous a regardés par l'œilleton, un des garçons de notre groupe a murmuré quelque chose et on nous a ouvert. C'était follement excitant. C'était follement excitant d'enfreindre la loi si facilement. D'avoir à dire un mot de passe et de sortir en ville. Le Stork Club, le 21 Club, le O'Leary's Brewery, le Lido, le Ciro's, le Trocadero.
le Daybreakers, le Cave of the Fallen Angels, le Casanova, le Jungle Room, le Club Alabama, le Iéna, le Ha-Ha, le Hole in the Wall, le Basement Browns, le Barnes, les Beaux-Arts, le Chumbra House, l'Association des vétérans irlandais, le Culture Club et le Club Pansy. La prohibition a signé la mort des saloons de l'ancien temps. À présent, ce sont les speakeasy qui fleurissent partout. D'un côté, les nightclubs chics où le champagne est servi sur des plateaux d'argent, et de l'autre, les petits bars cachés dans les immeubles délabrés. Une salle et 2 bouteilles, c'est tout ce qu'il faut pour ouvrir un speakeasy. Personne ne connaît vraiment leur nombre à New York. Un officier de police estime qu'ils sont au moins 32 000, soit 1 pour 243 habitants. Il y en a tant derrière les façades de grès brun d'une section de la 52e rue qu'une locataire est contrainte de mettre cet écriteau sur sa porte. Ceci est un domicile privé, ne pas sonner. Dès que les agents de la prohibition ferment un speakeasy à un endroit, ils s'en ouvrent de nouveau ailleurs. Texas Guinan, ancienne vedette de western et figure de la nuit new-yorkaise, a dû fermer tant de fois ses établissements qu'elle porte désormais une ribambelle de petits cadenas en guise de collier porte-bonheur. Il y a une semaine, mon enthousiasme de petite fille à courir les bars a été sérieusement douché. L'endroit ? Je préfère taire son nom. Cela vaut mieux. En cause, une bonne vieille descente de police. Non pas une de ces choses raffinées et modernes où les messieurs quittent avec élégance leur table et gagnent bras dessus bras dessous les fourgons de police qui les attendent. Non. Nous nous serions crus dans une scène de film. Des agents baraqués qui enfoncent les portes à coups de pied, des femmes qui s'évanouissent sur les tables, des hommes forts qui rampent sous les tables, des serveurs qui hurlent et se mettent à jeter des bouteilles par les fenêtres. Lois Long, The New Yorker. Le New Yorker est lancé en 1925. L'hebdomadaire promet à ses lecteurs un contenu plein d'esprit et sophistiqué, pas pour les vieilles dames de province. Lois Long, fraîchement diplômée d'une université privée pour jeunes filles, y est embauchée. Sous le pseudonyme de Lipstick, autrement dit rouge à lèvres, elle y raconte New York by Night, dans des chroniques à faire frémir son pasteur de père. C'est au léger cliquetis de vieux cadenas que l'on pénètre dans l'antre de Barney Gallant. Lumière tamisée, atmosphère confortable et déco bohème revisitée. La revue est à pleurer. Sans vouloir mettre au chômage des danseurs de Black Bottom méritants, je ne comprends pas pourquoi Barney s'échine à proposer un spectacle. Vu l'obscurité qui règne en ces lieux, les clients trouvent certainement comment s'amuser tout seuls. Dans ses chroniques, Lois Long faisait preuve d'un sens de l'humour piquant et assez leste. Elle foulait aux pieds les conventions sociales et sexuelles. C'était la protégée de Harold Ross, le premier rédacteur en chef du New Yorker, qui pourtant était tout son contraire. C'était un homme du Middle West, plutôt collet-monté et propre sur lui. Lois était une femme extravagante. Il lui arrivait souvent de débouler au journal à 4 heures du matin, souvent ivre, encore en robe de soirée, et si elle avait oublié la clé de son box, elle retirait ses chaussures et grimpait sur une chaise pour escalader la paroi. Le tout dans une robe trop voyante pour le goût de Harold Ross. En public comme dans sa vie privée, c'était l'incarnation de la garçonne des années 20. Ses lectrices l'adoraient. Texas Guinan, qui officie désormais au Salon Royal, vient d'ajouter à sa revue un numéro de danseuse érotique dont le partenaire est un boa constrictor de plus de 2 mètres. Comme le club est ouvert jusqu'à 7 heures du matin, voire plus, c'est généralement là que s'achèvent les virées nocturnes. Vous imaginez le choc des derniers arrivants en découvrant la scène, vu leur état de fraîcheur.
L'événement de la semaine est sans conteste l'ouverture du Club Mirador. Je n'ai jamais vu autant de belles blondes de ma vie. Les hommes étaient sans intérêt, mais apparemment, ils avaient les poches pleines. Rosita et Ramon assuraient le spectacle, tous deux si parfaitement espagnols qu'à mon avis, ils sont nés à Jersey City. La plupart des femmes qui travaillaient ne gagnaient pas assez pour passer leur soirée dans des nightclubs, à boire ou à danser dans les bras de fringants cavaliers. Cette vie-là n'était pas pour tout le monde. Les inégalités sociales étaient très marquées. Mais à travers les journaux, ces femmes découvraient ce que c'était d'être une jeune célibataire libérée qui pouvait sortir, boire des cocktails et fréquenter la belle société. Autre endroit que la plupart de vos petits amis snobinards viennent de découvrir à Harlem, le Cotton Club. À mon avis, rares sont ceux qui réalisent qu'ils écoutent ce qui est probablement le plus grand orchestre de jazz de tous les temps, celui de Duke Ellington. Qui osera me contredire? C'est barbare, rythmé et tapageur. Du vrai jazz. De quoi donner des vapeurs à toute jeune femme sensible. Harlem aussi voit fleurir les speakeasy, cachés derrière les devantures ou perdus dans les ruelles du quartier. Le Spider's Web et le Nest, le Garden of Joy et le Bucket of Blood, le Shim Sham, le Hot Shot, le Gay Man, le Connie's Inn et le Patagonia Club. Certains, comme le Cotton Club, n'acceptent que des clients blancs. Mais la plupart ouvrent leurs portes à tous, sans distinction de couleur, trop heureux d'élargir leur clientèle. Au-dessus de la 125e rue, ma dernière visite fut pour le club Harlem. Ce qui frappe d'abord, c'est la décoration, agréable. Puis, on est impressionné par le grand orchestre de blues. Enfin, on est sidéré par ce qui est sans doute le plus incroyable ramassis de blancs qu'il soit donné de voir. À croire qu'ils sont embauchés par la direction pour que, par contraste, les gens de couleur puissent afficher une dignité magnifique. Nous allions danser là-bas. La musique était merveilleuse. À l'époque, beaucoup de Blancs allaient danser à Harlem. Nous étions une clientèle intéressante pour eux. Nous étions gênés de danser, car tous dansaient bien mieux que nous. D'où vient cette attention que l'on nous porte, à nous autres Noirs? Certes, les Blancs ont toujours trouvé nos spectacles divertissants, mais n'est-ce pas différent? N'y a-t-il pas autre chose lorsqu'ils se lancent à corps perdu dans les danses nègres des cabarets? Ils s'essaient au camel, au fishtail, au turkey, au grichi, au black bottom, au scrunch. Peut-être que ces Nordiques se sont enfin mis à notre diapason. Peut-être qu'ils apprennent enfin à parler notre langue. Rudolf Fischer, The American Mercury. Au temps béni de ma jeunesse disparue, il y a environ 5 ans, la génération plus jeune qui caracolait en ville avait la fâcheuse habitude de dîner dans toutes sortes d'endroits, après avoir ingurgité tant de cocktails que toute libation supplémentaire eût été superflue et dangereuse. Dans les nouveaux speakeasy haut de gamme, la jeunesse brillante opte désormais pour un verre de sherry en apéritif, une bouteille de vin au dîner, du porto avec le fromage et un digestif avec le café, au lieu de descendre cocktail sur cocktail. Tout ceci fait des miracles sur notre jeunesse. Il y a peu de chances que nous nous écroulions avant d'avoir eu le temps d'engendrer notre terrible descendance. Lois Lang. Certains disent que c'est du trafic, d'autres que c'est du racket. Pour moi, c'est du commerce. Ils disent que j'enfreins la loi sur la prohibition. Mais comme tout le monde, en vendant de la bière et du whisky à nos chers concitoyens, je ne fais que répondre à la demande populaire. Vous vous rendez compte? Ce sont mes meilleurs clients qui hurlent le plus fort après moi.
Certains sont des juges très en vue. Ils disent que je ne fais pas les choses dans les règles. Mais personne n'est réglo. Al Capone. C'est après l'assassinat du procureur Billy McSwiggin en 1926 que Capone devient vraiment célèbre. Ce crime provoque une très vive émotion dans tout le pays, et Capone est le premier à être pointé du doigt. Il se met au vert quelque temps, et quand il revient, il déclare « Je répondrai à toutes vos questions. Je n'ai pas tué Billy McSwiggin, c'était mon ami. D'ailleurs, je le payais, c'était mon employé. » Comme si ça expliquait tout. Al Capone, le baron de la pègre de Chicago, ne souhaitait pas la mort du procureur. En fait, l'attaque visait des truands qui se trouvaient aux côtés du magistrat, à Cicero même, c'est-à-dire sur son territoire. Capone ne sera jamais inculpé. La paix négociée en 1921 par Johnny Torrio entre les boss de Chicago a vécu. Aucun des requins de la pègre n'a pu résister à l'envie de s'attaquer aux cargaisons d'alcool de contrebande de ses petits camarades. À Chicago, les gangsters rivaux se sont déchirés pour avoir le contrôle de tel ou tel territoire. Les plus forts l'ont emporté et les plus faibles ont fini au cimetière. Dion O'Banion, qui dirige le Northside Gang, suspecte les Italiens comme Capone et Torrio de préparer un sale coup contre les Irlandais. Il décide de les doubler. O'Banion sait de source sûre que la police a prévu une descente dans sa plus grande brasserie illégale. Il garde l'information pour lui et propose à Torrio et à Capone de leur vendre cette affaire pour 500 000 $. Lorsque Torrio se rend sur place pour prendre possession des lieux, la police débarque et l'arrête ainsi que plusieurs de ses hommes. Dans une phrase restée célèbre, Al Capone résume son sentiment. La tête d'O'Banion s'est barrée de son chapeau. Quelques mois plus tard, alors que Dion O'Banion travaille dans sa boutique de fleurs, il est abattu par 2 tueurs. Al Capone nie toute participation à ce crime et envoie une immense gerbe de fleurs aux funérailles. Mais les porte-flingues du parrain irlandais, Amy Weiss et George Moran, jurent de venger la mort de leur patron. C'est le début de la guerre de la bière à Chicago. Quand la voiture d'Al Capone est mitraillée, le gangster se commande une Cadillac blindée de 7 tonnes. Puis Weiss et Moran s'attaquent à Johnny Torrio. Celui-ci est pris pour cible alors qu'il rentre de course avec son épouse. Il est touché à 5 reprises. Il survit malgré tout, mais décide de jeter l'éponge et de rentrer chez lui à New York. Al Capone reprend les rênes de l'organisation mise en place par Torrio à Chicago. Il veut gagner des parts dans le trafic de bière. Capone veut plus de pouvoir. Forcément, ça bouscule la hiérarchie et il s'ensuit une guerre des gangs. On assiste à des fusillades en plein Michigan Avenue. C'est le Far West à Chicago. Tous les jours, les gangs font la une des journaux. Ça sulfate à tout va. Les voitures passent en trombe avec les mitraillettes qui crépitent depuis les fenêtres baissées. Capone se retrouve sous les projecteurs et ça lui plaît. Je ne veux pas d'histoire, pas de bain de sang. Mais je vais me protéger. Si on s'attaque à moi, je riposterai. Le boss, c'est moi. Al Capone. Septembre 1926. 11 véhicules se dirigent vers Cicero dans la banlieue de Chicago. Le convoi s'arrête devant le quartier général d'Al Capone. Les occupants des voitures mitraillent le bâtiment. Plusieurs passants innocents sont tués. Capone s'en sort indemne. Personne n'est arrêté. À la tête de cette randonnée mortelle, Weiss, l'ancien bras droit d'O'Banion. 3 semaines plus tard, devant la cathédrale du Saint-Nom, en plein cœur de Chicago et en plein jour, Weiss tombe sous les balles des hommes de Capone. 3 de ses lieutenants sont blessés. Là encore, les autorités ne bronchent pas. À la fin de l'année 1926, 76 autres membres de la pègre tomberont à Chicago, abattus, poignardés ou battus à mort.
Ils seront 54 en 1927. Sans être pousse au crime, déclare le chef de la police à un journaliste, tant qu'à ce qu'il y ait des morts, autant que ce soit des gangsters. Ça facilite le travail de la police. Les jurés, les juges et les procureurs sont achetés. Les membres des gangs se murent dans le silence. Les témoins intimidés sont atteints de ce qu'on appelle l'amnésie de Chicago. Et aucun des tueurs n'est emprisonné. Comme l'écrit le Literary Digest, Chicago rime avec crime impuni et meurtre à gogo. Un sénateur exige que le président Coolidge rappelle les Marines en poste au Nicaragua pour qu'ils assurent le maintien de l'ordre en ville. Lucky Luciano, l'éminent truand de New York, déclare « Chicago est un endroit de dingue. Personne n'est en sécurité dans la rue. » Le déchaînement de violence va durer 2 ans, entre 1926 et 1927. Et tout ça, c'est l'œuvre de Capone, le résultat de sa soif de pouvoir. Enfin, lorsque la plupart de ses ennemis sont morts ou ont quitté la ville, Al Capone décide qu'une trêve s'impose dans la guerre des gangs. On est en train de transformer une affaire juteuse en un jeu de massacre. Personne n'y gagne. Nos gars font un métier dur et dangereux. Quand ils rentrent chez eux, ils veulent tout oublier. Ils n'ont pas envie d'avoir peur de s'asseoir près d'une fenêtre ou d'ouvrir la porte. Le marché de la bière est assez vaste pour tout le monde. Pourquoi s'étriper pour ça? Al Capone. Le gangster a le vent en poupe. En 1927, Bill Thompson, son vieil allié et ancien maire républicain de Chicago, décide de se représenter aux responsabilités. Il promet de mettre un terme aux descentes de police qui n'affectent que les travailleurs assoiffés sans jamais toucher les gros bonnets de la ville. Quand je serai élu, claironne-t-il, non seulement nous rouvrirons les établissements que ces gens ont fermés, mais nous en ouvrirons 10 000 autres. Aucun policier ne débarquera plus chez vous pour voir si vous avez une flasque cachée sous le matelas. On estime qu'Al Capone finance la campagne de Bill Thompson à hauteur de 250 000 $. Le républicain l'emporte haut la main. Capone accroche son portrait entre ceux de George Washington et d'Abraham Lincoln dans son bureau. À présent, il peut jouer les grands seigneurs vis-à-vis des forces de l'ordre. Je n'ai rien contre le flic de quartier qui fait son travail, explique-t-il. Il suffit de le muter là où il ne vous mettra pas de bâton dans les roues. Il n'y avait aucune raison pour qu'Al Capone devienne le gangster le plus célèbre de l'histoire américaine. C'était un truand comme il y en avait des dizaines, des centaines d'autres, exactement du même tonneau. Mais la différence, c'est que lui aimait attirer l'attention. Parmi les grands noms de la pègre, il a été le premier à raffoler des médias. Il donnait même des interviews aux journalistes. Si la plupart des gangsters font profil bas, Al Capone, lui, tient des conférences de presse. Il s'y présente comme un bienfaiteur public qui offre aux habitants de Chicago les petits plaisirs qu'ils demandent. Quand je vends de l'alcool, dit-il, on me traite de bootlegger. Mais quand mes clients le servent sur un plateau d'argent sur Lake Shore Drive, c'est de l'hospitalité. Il est devenu très populaire parce qu'il dépensait de l'argent quand les autres gangsters balançaient des pièces de 50 cents par-ci par-là. Et encore, l'argent leur collait aux doigts. Capone lui arrosait tout le monde, même les journalistes. Il se disait « Tout le monde lit les journaux, et la plupart des gens sont assez bêtes pour croire ce qu'ils racontent. » On était en pleine guerre des médias. William Hearst était en train d'étendre son empire de presse. Sa recette, c'était le journalisme à sensation. Les reporters qui ont découvert ces gangsters ont été récompensés. Leurs articles s'arrachaient et les lecteurs en redemandaient.
Al Capone a eu envie de prendre de la hauteur, de devenir célèbre comme un Babe Ruth par exemple. Il voulait s'élever au-dessus de la fange et devenir un personnage public. C'était une façon d'être accepté, d'inscrire sa carrière dans le temps, de devenir un businessman de la prohibition. Al Capone devient l'un des Américains les plus connus au monde. Il signe des autographes lors des grands matchs de baseball, joue les Pères Noël dans une école catholique de son quartier et offre pour 100 000 $ de babioles à chaque Noël. Les écoliers courent après sa limousine lorsqu'elle passe dans les rues. 18 gardes du corps l'entourent lorsqu'il se rend au combat de boxe, à l'opéra ou au champ de course. Des cars de touristes passent devant l'hôtel Métropole où il a installé son nouveau quartier général à Chicago. Il y loue 2 étages et 50 chambres. C'est d'ici qu'il dirige un empire grandissant, voué à la prostitution, aux jeux de hasard, aux rackets et à son activité la plus lucrative, le trafic d'alcool. Tout ce qui touche à Al Capone passionne les lecteurs des journaux. Au sommet de sa carrière, il entretient une relation complexe avec le public. Ça a beau être un bandit, les gens le voient comme un homme qui s'est retrouvé mêlé à des activités illégales. En plus, comme personne n'est vraiment fan de la prohibition, on a du mal à le détester. Jusque-là, il n'a été condamné pour aucun meurtre, donc les gens se disent qu'il n'est peut-être pas si abominable que ça. Alors qu'en fait, il trompe dans tous les trafics. À Chicago, il contrôle pratiquement tous les secteurs d'activité, de la livraison à la blanchisserie. Il est partout, il a des tentacules. Tandis qu'Al Capone se diversifie, il déconseille fortement à quiconque d'investir dans la bourse, qui pourtant grimpe en flèche. C'est une escroquerie, dit-il. Mon père dirigeait 2 très grands hôtels à Chicago, dont le Stevens. La ville avait réussi à convaincre les industriels de la conserve d'organiser leur congrès dans ses murs. Mon père et le directeur d'un autre hôtel de Chicago se sont dit qu'il fallait absolument que l'activité criminelle se calme pendant le congrès. Alors ils ont eu la riche idée d'aller voir Al Capone. Ils lui ont dit qu'il était important qu'il n'y ait pas de crime en ville pendant cette semaine-là. Capone a dit qu'il en comprenait l'intérêt, que c'était une requête raisonnable et qu'il ferait son possible pour apporter son aide. D'après mon père, il n'y a pas eu un seul hold-up à Chicago pendant toute la durée du congrès. J'ignore si c'est véridique ou pas, mais il m'a raconté cette histoire à plus d'une reprise. Al Capone n'est pas le seul Américain à faire fortune en contournant la loi. William McCoy, un skipper de Floride, ouvre la voie des importations illégales d'alcool par la mer. Aux commandes d'une goélette en provenance de Nassau dans les Bahamas, il débarque à Savannah une cargaison de 1500 caisses d'alcool et empoche 15 000 $ de bénéfices pour ce seul voyage. La contrebande n'est pas bien difficile. Les 48 États américains offrent plus de 8000 km de côte. Plus de 56 000 en fait, si l'on compte toutes les zones découvertes à marée basse, les recoins du littoral, les criques et les embouchures. Très vite, des dizaines de marins suivent l'exemple de McCoy. Depuis la pointe de la Floride au sud jusqu'à la côte du Maine au nord, ils sont des centaines de navires à jeter l'ancre juste au-delà de la limite des eaux territoriales américaines, à 3000 nautiques des côtes. Cet ensemble d'hééroclites de cargos rouillés, de vieux steamers et de patrouilleurs réaménagés en entrepôts flottants forment le Rum Row, le boulevard du Rhum. À la nuit tombée, les petits bateaux rapides des bootleggers viennent s'y ravitailler, puis déchargent leurs marchandises à des endroits précis du littoral. Les trafiquants jetaient des caisses remplies de bouteilles d'alcool à la mer et les laissaient flotter jusqu'au rivage. Évidemment, les acheteurs qui avaient été prévenus venaient les récupérer sur la plage. Elles étaient toutes marquées, de sorte que leurs propriétaires s'y retrouvent.
J'avais des amis qui vivaient sur cette côte et qui me disaient que s'ils se levaient assez tôt, ils pouvaient récupérer l'alcool sur la plage avant celui à qui il était destiné. Au large de Long Island, le boulevard du Rhum est surnommé le rendez-vous. Ici, la vente d'alcool tourne à plein. À bord de canots à moteur, les New-Yorkais font la navette entre les bateaux, négocient et comparent les prix avant de faire leurs achats. Un capitaine de goélette se souvient. C'était comme aller au supermarché. Nous avions une bonne réputation et beaucoup de clients. Il se chargeait de poster notre courrier et nous rapportait tout ce que nous voulions. « 1er juillet 1928. Très tôt ce matin, plus de 160 agents fédéraux du Bureau de la Prohibition ont mené la plus vaste descente jamais organisée dans les nightclubs de cette ville. Entre minuit et 3 heures du matin, 11 des plus grands établissements ont été fermés. Les serveurs, danseurs, musiciens et clients ont été mis à la porte et, dans plus d'un cas, les gérants et leurs employés ont été arrêtés et emmenés au poste de police de la 30e rue. The New York Times. La veille de cette opération sans précédent qui conduit à la fermeture de 11 des plus importants speakeasy de Manhattan, Al Smith, le gouverneur de l'État de New York, a accepté de porter les couleurs des démocrates à la présidentielle. La succession des deux événements n'est évidemment pas une coïncidence. La descente des fédéraux a été ordonnée par la sous-secrétaire à la justice, Mabel Willebrand. Elle a délibérément choisi d'embarrasser le candidat démocrate. Elle-même lutte depuis 7 ans pour faire appliquer le 18e amendement. Elle est déterminée. Pas question de voir son travail défait par un homme qui a constamment critiqué ce texte. Government should be constructive, not destructive. While this is a government of laws and not of men, laws do not execute themselves. En 1928, Al Smith se lance dans la course à la présidentielle. Pour la première fois, un candidat affiche son opposition à la prohibition. Il défend sans complexe la liberté de consommer de l'alcool. I will not be influenced in appointments by the question of a person's wet or dry attitude, or by what church he attends in the worship of God. In this spirit, I enter upon the campaign. Le contraste entre Al Smith et son adversaire est flagrant. Herbert Hoover, le candidat républicain, défend la prohibition, du moins en public. Selon lui, c'est une grande expérience sociale et économique portée par des intentions louables et par une vision de l'avenir. Mais pour donner un signe aux électeurs déçus par le Volstead Act, il admet aussi que la loi n'est pas parfaite et qu'elle doit être modifiée de manière constructive. La démocratie est ainsi faite que même des gens qui se fichent totalement d'une loi veulent quand même voter pour un candidat qui représente les bonnes valeurs. Et à l'époque, la prohibition faisait partie de ces valeurs-là. En l'espace de quelques jours, Mabel Willebrand tente de ternir la réputation du candidat démocrate en ordonnant une série de coups de filet dans Manhattan. Cette fois, la police n'arrête pas que les serveurs et les barman, mais aussi des dizaines de clients qui jusque-là avaient toujours été épargnés. Si ces opérations sont destinées à séduire l'électorat conservateur de Hoover, beaucoup de démocrates les voient en revanche comme des coups publicitaires. Dans les grandes villes, les partisans d'Al Smith enragent. Pour eux, la prohibition a toujours été une très mauvaise idée. Il avait le soutien des catholiques. Il disait qu'il allait abroger la prohibition. Et ça faisait rêver tous ceux qui voulaient retrouver leur bonne vieille bière. Il savait ce que c'était d'être pauvre. Lui-même avait grandi dans les rues de New York. Mais à l'époque de sa campagne, il n'y avait pas la télévision, seulement la radio. Il a fait avec ce qu'il avait. My friends of the radio audience, the only cure for the ills of democracy
Il avait un accent formidable. J'ai envie de pleurer quand j'entends sa voix. C'était un New-Yorkais pur jus. Il n'y a plus grand monde qui parle comme lui. Mais son gros handicap, ça a été d'être catholique. Catholique et d'une grande ville. Catholique et résolument pro-alcool. Et du coup, ça a relancé les relents ultra-religieux qui sous-tendaient la prohibition. We must press on with invincible determination, praiseworthy perseverance. No time to silly salad, no time to turn back. Liquor is an evil. It has never done anyone any good, nor never will. L'Amérique avance, mais les partisans de l'abstinence campent sur leur position. Ils rejettent en bloc toute révision du Volstead Act. Pour eux, il faut renforcer les sanctions. Quant à abroger le 18e amendement, c'est tout simplement impensable. Les prohibitionnistes ont dit « Pas question, c'est un amendement à la Constitution, jamais aucun amendement n'a été abrogé. On l'a, on le garde, point barre. » C'était leur position au moment de l'élection de 1928. Ils sont restés inflexibles. Si la prohibition a été un échec, c'est entièrement de leur faute. Ils ont refusé de céder ne serait-ce qu'un millimètre de terrain, alors qu'ils ont eu plusieurs fois la possibilité de faire en sorte que la loi corresponde un peu plus à la réalité de la vie des Américains. La Ligue anti-saloon a réussi à faire voter la prohibition en 1920. Et puis, elle s'est rendue compte qu'il fallait la protéger. Alors, pour la première fois dans l'histoire américaine, il n'y a pas eu de redécoupage électoral. La Ligue contrôlait les législatures des États. Il n'y a pas eu de redécoupage en 1922, 1924, 1926 et 1928. Pourquoi? Pour minimiser le poids électoral des villes. Et qui voulait le minimiser? Tous ceux qui étaient contre les catholiques, les Irlandais, les Italiens, les Juifs et l'alcool. Une fois encore, la division entre l'Amérique urbaine et l'Amérique profonde est exacerbée. Herbert Hoover préfère rester au-dessus de la mêlée. Mais ces lieutenants battent la campagne et font tout leur possible pour préserver le 18e amendement et détruire Al Smith. Wayne Wheeler, le grand tacticien de la Ligue anti-saloon pendant plus de 30 ans, vient de mourir. Son successeur est James Cannon Jr., un poids lourd de la politique en Virginie, accessoirement pasteur méthodiste. Il est aussi suffisant que son prédécesseur, et encore plus xénophobe. Il concentre ses attaques sur les États du Sud et les inonde de tracts et de pamphlets assassins. Al Smith y est présenté comme un alcoolique, un catholique dont la foi est la mère de l'ignorance, de la superstition, de l'intolérance et du péché. Ses partisans sont dépeints comme une cohorte de dépravés qui peuplent les trottoirs de New York. Le Ku Klux Klan se lance à son tour dans la bataille. Les rumeurs les plus folles se propagent. Si Smith venait à gagner, tous les enfants protestants seraient déclarés illégitimes. Smith prévoirait de réserver au pape un bureau à la Maison-Blanche et de creuser un tunnel sous l'océan jusqu'au Vatican. Al Smith a été l'objet d'une haine absolument inqualifiable. Le révérend Bob Jones, qui a fondé l'université Bob Jones, a dit, et je cite ces mots horribles, « Je préférerais voir un nègre à la Maison-Blanche qu'avoir Al Smith pour président. » En septembre 1928, Mabel Willebrand monte de nouveau au créneau. À Springfield, devant une assemblée de pasteurs méthodistes, elle promet qu'Herbert Hoover fera appliquer la prohibition. Elle accuse Al Smith de pratiquer le clientélisme, d'être le suppôt des vendeurs d'alcool et de ne pas être fidèle à la Constitution. Puis elle enjoint les pasteurs de faire campagne contre lui. Il
ne s'agit pas d'abandonner votre neutralité en vous prononçant contre le candidat démocrate. Mais vous n'avez pas le choix. Vous êtes 2000 pasteurs réunis ici. L'ensemble de vos congrégations représente plus de 600 000 membres, rien qu'en Ohio. C'est assez pour faire basculer une élection. Ces 600 000 personnes ont des amis dans d'autres États. Qu'ils leur écrivent. Nous avons besoin de toute votre énergie, tous les jours, pour amener les amis de la prohibition à voter. Mabel Willebrandt. Pour beaucoup, la sous-secrétaire à la justice vient de lancer ce qui ressemble à une guerre de religion. Et la séparation de l'Église et de l'État, alors? Interroge Al Smith. Mais le mal est fait. Un groupe de pasteurs d'Atlanta prévient le candidat démocrate. Vous ne pourrez pas nous clouer sur une croix romaine et nous noyer dans un océan de Rome. Tandis que le train d'Al Smith file vers Oklahoma City, il passe devant une grande croix de bois que les membres du Ku Klux Klan font brûler à proximité des rails. Le soir même, le candidat accuse les membres influents du Parti républicain d'encourager les rumeurs et souligne qu'aucun d'entre eux n'a condamné les propos de Mabel Willebrandt devant les pasteurs de l'Ohio. Puis il évoque sa religion sans détour. Dans cette campagne, dit-il, tout a été fait pour détourner l'attention des électeurs et pour les noyer sous une propagande vipérine et anti-américaine. Que les choses soient claires. Je ne veux pas que les catholiques votent pour moi parce que je suis catholique. Mais d'un autre côté, j'ai le droit d'affirmer que quiconque est convaincu que je saurai mener ce pays à bon port pendant les 4 prochaines années et vote malgré tout contre moi à cause de ma religion, celui-là n'est pas un vrai Américain. Al Smith n'a que peu de chances d'être élu. L'économie est en plein essor et une défaite des Républicains paraît improbable. Mais la candidature du gouverneur de New York a encouragé des milliers de travailleurs des grandes villes à voter pour la première fois. Malgré tout, sa religion et son opposition à la prohibition lui font perdre beaucoup d'électeurs dans les États du Sud, pourtant traditionnellement démocrates. Herbert Hoover l'emporte avec 6 millions de voix d'avance. Devant l'ampleur de sa défaite et la violence de la campagne menée contre lui, Al Smith accuse le coup. Aux journalistes, il déclare qu'il a eu son compte et qu'il ne se représentera plus. Il avait visité beaucoup de villes qui étaient contre la prohibition et il a cru qu'elle représentait tout le pays. Il y a tout de même un aspect positif. Ça a relancé le débat sur la prohibition et sur son abrogation, et ça a remis cette discussion sur le devant de la scène. Après la victoire de leur champion, le pasteur Cannon et les ligues anti-alcool parviennent à convaincre le Congrès de promulguer la loi 5 and 10, qui double la sanction lors d'une première infraction au Volstead Act. Désormais, les contrevenants risquent 5 ans de prison et 10 000 $ d'amende. Ne pas les dénoncer devient aussi un crime. Tout citoyen qui soupçonne son voisin de vendre de l'alcool en douce a le devoir de le dénoncer. J'ai été marqué au fer rouge par un souvenir d'enfance. Je me revois au New Jersey où nous vivions. Mon père travaille dans une grande poste à Manhattan. Pour mettre du beurre dans les épinards, il vend de l'alcool qu'il fabrique dans la cave de notre maison. Ce jour-là, je dois avoir dans les 8 ans, je suis assis sur les marches devant chez nous et brusquement je vois 2 hommes immenses, costauds, en costume cravate comme j'en avais jamais vu. On aurait dit une scène des tueurs d'Hemingway. Ils entrent dans la maison et ils annoncent à mon père qu'un voisin s'est plaint, qu'ils savent qu'il a un alambic et qu'il doit le détruire. Ça nous a privés d'un revenu d'appoint.
Nous avons dû emménager dans le Queens, à New York, abandonner notre maison, la campagne, et la ville s'est refermée sur moi. Peu de temps après l'élection présidentielle de 1928, le pasteur Cannon est frappé par un scandale. Il est accusé de délit d'initié, d'accumulation de stocks de farine pendant la Première Guerre mondiale et d'avoir eu non pas une, mais 2 maîtresses, alors que sa première épouse vivait encore. De son côté, Mabel Willebrandt, qui a exacerbé les préjugés anticatholiques à l'encontre de Al Smith, s'attend à être nommée secrétaire à la justice en guise de récompense. Lorsque Hoover désigne une autre personne, elle démissionne et reprend sa carrière d'avocate. Fruit Industries Limited est l'un de ses premiers clients. Cette coopérative californienne de vignerons milite pour obtenir le droit de vendre du concentré de raisin, le Vine Glow. Il suffit d'y ajouter de l'eau et du sucre pour le transformer en vin. Plus tard, Mabel Willebrandt défendra l'industrie cinématographique et se convertira à la foi catholique. Malgré la satisfaction d'avoir écrasé Al Smith dans les urnes, malgré le fait qu'aucun amendement à la Constitution américaine n'a jamais été abrogé, l'attitude de la population vers la prohibition commence à changer. Les Américaines, qui avaient été ses ferventes partisanes, vont bientôt mener le combat pour demander son retrait. Comment les femmes s'y prendront pour que l'État lâche un peu de lest et que la bière remplisse à nouveau les verres, c'est ce que vous allez découvrir dans un instant.